Pour ma part, ma transition, elle s'est passée en plusieurs étapes. Je suis passé par une étape, assez compliquée et ensuite, j'ai eu l'aide qu'il, fallait pour que ça se passe, mieux et c'est là, ça va. Mais ça s'est quand même, mal passé au début. Franchir, le podcast de la transition ado-adulte. À ce stade de notre enquête, Saliou commence à se confier sur son propre parcours de transition médico-sociale. Surtout, il raconte la difficulté de trouver un médecin référent pour adultes, une quête qui pour lui a fini par aboutir il y a un peu plus d'1 an. J'avais un souci de santé. J'ai appelé le service, diabéto pour, leur demander de l'aide. J'ai appelé à plusieurs reprises et ils m'ont pas répondu. Du coup, j'ai perdu confiance, en eux. C'est là où j'ai rencontré le docteur, Paul Jacquin, qui m'a beaucoup aidé sur ma transition, qui m'a aidé niveau moral, niveau physique et c'est lui aussi qui m'a permis de faire une bonne, transition vers, l'adulte, du coup. Et comment ça s'est passé pour trouver ton nouveau médecin? Parce que Paul Jacquin, il t'a pas suivi après, parce que lui, il s'occupe des jeunes. Comment il t'a aidé à trouver ton nouveau référent? Il m'a demandé ce que je voulais comme, praticien, un homme ou une femme, tout ça. Au début, il m'a présenté une collègue à lui qui n'a pas su en fait, répondre à mes attentes. Il y a un jour où j'ai eu un autre souci de santé, j'ai rencontré, mon médecin actuel et automatiquement en fait ça matché avec lui. Il a su m'aider, m'écouter, me conseiller sans pour, autant me juger. Donc c'est là où en fait j'ai fait la demande que lui soit mon médecin référent du coup et il a accepté et depuis tout, se passe bien. Ouais. Pour entendre d'autres expériences de transition, Saliou me propose d'appeler Rim, qui est atteinte de cystinose, une maladie métabolique rare et qui a elle aussi déjà fait sa transition. Alors du coup, je m'appelle Rim Alouche, j'ai 21 ans. Je suis en troisième année, je fais des études de pharmacie. Je suis atteinte d'une maladie rare qui s'appelle cystinose et j'ai eu des conséquences au niveau du rein et du coup j'ai fait une greffe. Et j'ai fait ma transition il y a 2 ans. Au niveau de ta transition, du coup, mentalement, tu t'es senti comment? Alors moi, ma transition, je l'ai fait tard par rapport à d'autres. C'était pas vraiment un besoin pour moi. J'avais une petite appréhension, voilà, on change d'environnement, on change de médecin. Je suis passée d'un médecin qui me suivait depuis 10 ans, qui connaissait très bien mon cas, enfin des médecins qui sont en néphrologie adulte, qui connaissent pas forcément la maladie, comme c'est une maladie rare, donc j'avais un peu peur de tout ça, mais ça a été fait doucement, donc on a fait d'abord un rendez-vous avec les médecins en pédiatrie, les médecins en adulte. Donc j'ai pu bien discuter avec eux et puis ça m'a permis de moins appréhender le changement. Qu'est-ce qui a fait que, du coup, tu as eu une bonne transition? On a eu des rendez-vous communs entre les deux services, mais il y avait aussi l'infirmière coordinatrice qui m'a bien aidée aussi. Donc on a eu un premier rendez-vous quand je suis arrivée. Elle m'a expliqué le fonctionnement de l'hôpital, qui je devais appeler si j'avais un problème ou des choses comme ça. C'est la première personne avec qui j'ai eu le plus de confiance au début, en tout cas. Est-ce que le fait d'être étudiante en santé, ça t'a aidé à mieux connaître ta maladie et peut-être mieux la soigner toi-même? Enfin, je dirais ça dépend. Analyser mes résultats d'analyse, je sais quand appeler le médecin, des choses comme ça. Par contre, il y a d'autres points, par exemple, peut-être que je me mets un peu plus la pression, comme l'observance et des choses comme ça. Vu qu'on sait à quel point c'est important. Mais je dirais en général que oui, quand même, ça m'aide à mieux connaître ma maladie et à mieux savoir à quel moment je dois appeler les médecins ou en parler ou des choses comme ça. Après avoir discuté avec Rim, nous appelons ensuite Cornelia, atteinte comme sa mère d'une maladie hormonale rare, un complexe de Carnet. Sa transition médico-sociale a été effectuée avec succès il y a maintenant 7 ans. Je m'appelle Cornelia de Agrela, j'ai 25 ans. Je suis en master de psychologie en première année à Nice. J'ai été suivie à Trousseau depuis le début, jusqu'à mes 18 ans. Et après, je suis passée en hôpital pour adultes à Cochin. C'est un peu une exception, parce qu'à Trousseau, c'est souvent à 15 ans et 3 mois ou 4 mois, parce que c'est la loi.
On avait décidé comme ça de le faire après le bac puisque ça serait moins stressant et que tout le monde savait que j'allais être suivie par un professeur à Cochin qui suivait ma mère. Donc du coup, C'était voulu ou pas? Le fait de passer en adulte. bah en fait, je sais pas si c'était tellement voulu, c'est pour moi c'était la suite logique pour tout le monde en fait. C'est vrai que quand on va à l'hôpital pour enfants et qu'on a 18 ans et quand la plupart ils partent vers 15 ans, on se sent un peu seul en termes de jeunes adultes. Ah, mais c'est vrai, c'est-à-dire que j'en ai croisé un qui devait avoir genre peut-être 14 15 ans, peut-être plus, mais du coup sinon ça fait je sais pas tout le monde mes parents, les médecins même moi, en fait, c'était la suite logique de passer à l'hôpital pour l'adulte. Donc, je suis passée pour l'hôpital pour adultes, voilà. Comment s'est passée ta transition vers l'adulte Non, c'est pas mal passé, c'est bien passé pour de vrai pour moi. Je savais qui allait me suivre. C'est vrai que je pense que c'est un avantage de savoir qui vous suit quand on passe dans un autre hôpital ou dans un autre service. C'est peut-être plus rassurant. Est-ce que le fait de savoir que ta mère aussi est suivie en adulte, ça t'a aidé même pour toi pour, entre guillemets, à avoir une bonne transition? Ouais, parce que, enfin, vu que je l'avais accompagné quelques fois à l'hôpital pour adultes, j'avais vu un peu les locaux et comment ça se passait aussi. Mes parents, pour de vrai, m'ont jamais, ils ont toujours été plutôt transparents et clairs, donc j'avais pas des choses que j'ai découvert en dernière minute, etc. Après, c'est vrai que ma mère m'a accompagné au début aussi au premier rendez-vous à Cochin avec le professeur, puis après c'était dans la salle d'attente, elle m'attendait à la salle d'attente, après j'y suis allée toute seule en fait. Ça a été petit à petit. Avec Saliou, on réalise qu'il y a autant d'histoires de transition que de personnalités. On retourne voir la pédiatre Célia Crétol pour lui demander ce qui, selon elle, fait qu'une transition médico-sociale est réussie. Je dirais qu'une bonne transition, c'est quand j'ai des bonnes nouvelles. Le gastro avec qui je travaille, gastro-entérologue, je lui demande toujours de me mettre en copie des courriers qu'il fait quand il revoit le jeune. Et parfois même le jeune, il revient vers moi, il me dit ah, ça s'est bien passé, j'étais content, il est très à l'écoute. Et voilà, moi je me dis c'est bon, il va pas nous lâcher. Parce que c'est ça l'enjeu, c'est que le jeune, il nous lâche pas, il lâche pas ses praticiens, quoi. Je dirais que c'est ça. Et quand en plus après j'ai des nouvelles, je me suis mariée, j'ai fait un bébé, là je me dis c'est bon, quoi. C'est que ça va. Vous voyez, c'est ça la récompense, à mon avis. C'est sûr que c'est cool quoi, enfin d'avoir des bonnes nouvelles de son ancien patient. Et du coup, vous, enfin, en tant que médecin pédiatre, du coup, Oui. au-delà de la consultation avec le praticien pour adultes, comment vous faites pour accompagner vos patients encore plus, enfin, au-delà en fait, le rendez-vous avec le médecin pour adultes? Très simplement, ils ont mon mail. C'est un signe de confiance aussi, je pense, quand je donne mon mail. Je dis, t'as mon email. T'es adulte maintenant, t'es majeur, n'hésite pas à m'écrire. Voilà, ce lien-là, il est pas rompu. On est dans une continuité. C'est ça, à mon avis, aussi une bonne transition. C'est de pas rompre les choses, de pas dire, c'est pas un divorce. On se sépare juste pour améliorer la prise en charge. Après Célia Crétol, Saliou m'emmène à la rencontre du professeur Philippe Touraine, qui est endocrinologue à la Pitié-Salpêtrière et très investi sur la question des transitions médico-sociales. On veut entendre le point de vue d'un médecin pour adultes, pour savoir comment se préparer à recevoir de nouveaux patients qui arrivent de pédiatrie. À quoi est-ce que vous devez faire attention? Qu'est-ce que vous devez avoir en tête quand vous êtes face à des nouveaux patients qui sortent d'un long suivi en pédiatrie? C'est un point extrêmement important. La première consultation, elle est charnière, puisque de cette première consultation va dépendre, à mon avis, beaucoup de choses. Notamment, je dirais, cette mise en confiance qu'il faut créer autour de cette première consultation, que personnellement, je veux peu médicaliser. L'idée, c'est comment est-ce qu'on va établir un parcours ensemble. Donc, on veut créer un parcours qui aide à l'autonomisation de ces jeunes, autonomisation par rapport aux parents, c'est que très progressivement, c'est eux qui vont dire aux parents « je n'ai plus besoin de toi », ce qui veut dire leur donner un rôle différent, c'est jamais au médecin de le faire. Et ça peut prendre plusieurs années, et c'est pas grave. Et puis leur apprendre à gérer
toutes les contraintes un peu de la maladie qu'on doit apprendre à dompter en quelque sorte. Mais ça se fait dans le temps. Trop souvent, des médecins pensent qu'il suffit de communiquer un dossier médical de pédiatrie à son collègue adulte pour qu'il y ait une transmission et que ça suffise à faire une transition. Parfois, certains collègues disent on va faire une consultation commune. Ça peut être intéressant potentiellement, mais à mon sens, ça ne suffit pas. L'idée de la transition, pour moi, c'est un parcours que je définirais optimalement de 10 ans. 3-4 ans avant le passage, c'est-à-dire à partir de 14 ans, préparer, on va dire, l'adolescent potentiel à son passage dans le secteur adulte. Donc, je crois qu'il faut expliquer ça dès la première consultation. Qu'on est là sur du long terme, qu'on est là pour prendre notre temps. Moi, je me rends très disponible. Après aussi, je leur dis par des outils, si vous voulez m'adresser un mail, vous m'adressez un mail. S'il y a besoin d'évoquer certaines choses d'une façon plus privée, on le fera. C'est une confiance réciproque qui doit s'installer pour qu'on puisse chacun donner le là à l'avancement dans l'organisation des consultations. Pour vous, qu'est-ce qui peut être difficile avec ce genre de patients qui sont en pleine transition du coup? C'est une très bonne question ça. Qu'est-ce qui peut être le plus difficile? Alors, c'est d'abord probablement comment s'est passé le vécu de la maladie pendant l'enfance. On a tous les profils. Il y a des patients qui ont été très encadrés sur le plan familial, qui ont eu une très bonne entente sur le plan pédiatrique, qui ont bien capté, bien compris les enjeux de la maladie, des traitements, etc. Et qui vont finalement arriver jeunes adultes dans notre parcours de soins, je dirais, en se projetant assez facilement vers l'avenir. Là où ça peut devenir plus compliqué, c'est lorsque c'est difficile de grandir, de devenir adulte. Pour beaucoup de jeunes, c'est difficile. Parce que finalement, avancer dans la vie, c'est renoncer à quelque chose qui était avant et vers lequel on ne retournera pas. Je me demandais aussi, pour vous, à quel moment vous savez que la transition est faite et bien finie de votre côté, du coup? Je pense qu'on peut considérer qu'on a largement avancé dans le processus de la transition lorsque le patient sera capable de reprendre un rendez-vous seul, sans besoin que le coordinateur de parcours de soins l'appelle pour lui dire « ça fait longtemps qu'on ne vous a pas vu en consultation », donc il soit capable de penser à sa propre santé, comment il va gérer son histoire. Et puis aussi lorsque il n'aura pas plus nécessairement le besoin d'être accompagné ou en tout cas de venir en consultation avec l'un de ses parents ou ses deux parents. Ça, ce sont des étapes qui montreront qu'il y a quand même eu l'acquisition d'une autonomisation. Et ça, on pourra se dire, c'est déjà une étape primordiale. C'est le prérequis pour que ça marche pour plus tard. Vous venez d'écouter le 3e épisode de Franchir, le podcast de la transition ado-adulte. Ce podcast vous est présenté par la filière de santé maladies rares Neurosphinx, pilote du groupe de travail interfilière transition adolescent-adulte et la plateforme de transition Advenir, ainsi que son groupe de jeunes Comaja et le comité de jeunes maladies rares. Dans le prochain épisode, nous nous intéresserons à l'entourage des jeunes patients faisant leur transition médico-sociale. Hélène et Axel, toutes deux mamans de jeunes présentant des maladies chroniques, nous raconteront leurs appréhensions et leurs expériences de la transition en tant que proches. Merci pour votre écoute. On se retrouve dans 15 jours pour la suite de Franchir.